Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et sur le Facebook de France 3 Régions pour suivre Tribune Nord, la nouvelle émission commune aux deux médias du service public du Nord-Pas-de-Calais. On parle foot et plus particulièrement de Lille, de Lens et de Valenciennes entre 19h et 20h. Tribune Nord, une émission co-animée par votre serviteur et par Maxime Lichtevoet. Oui, bonsoir à tous. Alors, ils vont nous accompagner ce soir dans nos débats. À ma gauche, Benoît de Quevauvillers, Médiacité, France Bleu Nord. Bonsoir. En face de moi, Cédric Van Goten, agent de joueur. Bonsoir. François Launay, journaliste à 20 minutes. Bonsoir. Jean-Marc Devray de France 3. Bonsoir à tous. Et Christian, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Quel programme? Alors au sommaire ce soir, Lille peut-il être le premier club français à tenir tête je les appelais aux prédateurs parisiens? En Ligue 2, dure semaine pour Lens qui subit sa deuxième défaite au Havre et qui est confronté à un PSE qui est en train de faire des vagues. Et puis Valenciennes arrête sa série de 3 défaites consécutives mais avance à petits pas en concédant le nul au dernier à Nancy. Tout au long de l'émission, on est en direct à la radio sur France Bleu Nord, mais aussi en live vidéo sur les pages Facebook de France Bleu Nord et de France 3 Nord Pas-de-Calais. Vous n'hésitez pas, comme la semaine dernière, à laisser vos commentaires, vos questions pour alimenter les débats. Et sinon, autre option, c'est Twitter avec le hashtag Tribune Nord. Et tout de suite, les cartons. Tribune Nord, les cartons. Les cartons, vous connaissez le principe. Carton bleu pour votre coup de cœur de la semaine, carton rouge pour votre coup de gueule. Christian, on commence avec vous. Quel carton cette semaine? Alors il est bleu, un beau bleu. Il est pour notre ami Farouk Hadzi Belgique, vous le connaissez tous ici. Farouk est depuis cet après-midi l'entraîneur du Red Star, qui est avant-dernier en Ligue 2. Avec 8 points, à 2 points du 18e Auxerre et à 4 points du 17e Le Gazellec d'Ajaccio. Il remplace Régis Brouard. On va lui souhaiter bonne chance et surtout bon courage. Alors vous, votre carton, Jean-Marc. Moi, ce sera un carton bleu que j'attribue à Thomas Tuchel. L'entraîneur de Paris Saint-Germain a laissé sur la touche Kylian Mbappé et Adrien Rabiot parce qu'ils étaient arrivés en retard à la causerie. C'est bien de trouver un entraîneur un peu rigoureux, il est allemand, et donc qui remettent un peu des jeunes joueurs pleins de talent, mais qui ont peut-être la grosse tête à leur place. Il y a des règles, elles sont là pour tout le monde, surtout quand on est professionnel. On va en parler justement de son coaching avec Mbappé et puis Rabiot. François Launay, votre carton. Un petit carton bleu, un coup de cœur aussi. Pourquoi un petit un gros. Attendez, je vous préviens, je vous préviens parce que c'est la première fois que vous venez, on est filmé là. Hein. Oui. Donc ne dormez pas. Parce que tout à l'heure j'ai vu que... Non, d'accord. Ok, merci de cette entrée en matière très sympathique de votre part. Mais il n'a pas tort. Je suis pas très surpris. Écoutez, si vous voulez, je m'en vais. Non, Bon, vous êtes indispensable. Alors, c'est me faire trop d'honneur. Carton bleu, un gros coup de cœur au club de Leicester qui a connu un drame ce week-end avec l'accident d'hélicoptère du propriétaire du club qui est décédé à 60 ans. On a eu beaucoup de scènes très émouvantes, des joueurs au centre du terrain, des supporters qui sont venus déposer des gerbes de fleurs. Bon, voilà, ça peut être aussi un côté quand on se retrouve tous comme ça, ça fait aussi chaud au cœur. On l'a découvert malheureusement, il paraît que c'était un petit peu un bienfaiteur cet homme-là. Hein. Oui, apparemment le jour de son 60e anniversaire, il avait offert un beignet et un café à tous les supporters du club. Bon, voilà. C'était un homme bon, apparemment, ce milliardaire. Voilà, exactement. Allez, Cédric Van Goten, votre carton. Un carton rouge aux prestations des clubs français en Coupe d'Europe la semaine dernière, mis à part Lyon, c'est pas été faramineux du tout, catastrophique pour le classement FIFA de la France et les qualifiés pour la saison prochaine et saison suivante. Votre carton, Benoît? Oui, un carton rouge à l'encontre du mouvement des supporters, des supporters ultras qui ont manifesté en faisant la grève des encouragements lors de la dernière journée de championnat. Alors, si on les écoute, ils sont victimes de la répression la plus terrible de la part des pouvoirs publics, de la part de la Ligue de football professionnel, de la part des clubs. Bref, ce sont les mal-aimés. Alors, moi, je leur reconnais, bien évidemment, de régulièrement mettre l'ambiance dans les stades, mais je leur reconnais aussi le fait que parfois, il y a des débordements. J'ai souvenir, alors on me l'a pas raconté, là, j'y étais, j'ai souvenir, par exemple, de feux de Bengale allumés dans une station essence sur une aire de repos par des ultra-lensois lors d'un match, justement, entre Le Havre et Lens. Donc, de temps en temps, quand on est excessif,
défensif, on est privé de certaines choses et notamment on peut plus se déplacer. Voilà. Ne pas jouer les victimes, que les ultras continuent de soutenir leur club avec ferveur, mais que quand ils dépassent les bornes, et qu'ils acceptent d'être victimes de punitions. J'ai envie de dire que c'est l'inconvénient de l'avantage. Hein. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Votre carton, Maxime? C'est un carton bleu pour Hasbrook Cheminot, club amateur qui évolue en Régional 3. On jouait la Coupe de France cette semaine, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. C'était le 6e tour de la compétition et pour la 3e fois de suite, 3e tour consécutif, Hasbrook Cheminot sort une équipe qui évoluait 2 divisions au-dessus. Donc cette fois c'était AI en régional qui évolue en régional 1. Et puis c'est pas, je voulais mettre en valeur ce résultat parce que c'est pas du tout un hold-up. C'est pas une victoire 1-0 où on a mis le bus, tous les joueurs pour défendre devant le but, jouer en contre-attaque, bénéficier d'un coup du sort. Non, ils s'en sont vraiment sortis par le jeu. Hasbrook s'est imposé 6-3 alors qu'ils étaient menés 3-2 à la mi-temps. Voilà, chapeau messieurs, belle force de caractère. Tribune, LOSC, Christian Palka, Maxime Lichtevoet. Alors la première thématique, je rappelle les participants, hein. Maxime Lichtevoet, Benoît de Quevauvillers, France Bleu Nord, Cédric Van Gotham, agent de joueur, François Launay 20 minutes et Jean-Marc Devred, France 3. Alors on va parler de Lille, la première thématique Lille, c'était la question, Lille peut-il être le premier club français à tenir tête aux stars parisiennes, on va dire. Hein. J'avais envie de les appeler les Galactiques, on m'a dit c'est pas le mot exact. Donc les stars parisiennes. Oui. Oui, François Launay. Oui, parce que ils sont sur une dynamique quand même assez intéressante en championnat avec 4 victoires d'affilée. Oui, parce qu'ils n'ont absolument rien à perdre. Et oui aussi, parce que Paris aura un match extrêmement important pour son avenir en Ligue des Champions le mardi suivant à Naples. Et je pense pas que la priorité d'un PSG qui a gagné ses 11 premiers matchs soit de faire jouer les meilleurs face à Lille. Donc le LOSC va peut-être bénéficier aussi de ça. Alors avant de continuer vos commentaires, on va aller avec Maxime. Les statistiques de Lille. Et puis aussi ce que disent ou ce que vont dire nos amis des réseaux sociaux. Alors Lille s'est imposé, donc on l'a dit, face à Caen 1-0, la 4e fois de la saison que les Lillois n'encaissent pas de but. Ça montre une certaine solidité défensive, une solidité qui leur a permis de conserver leur avantage alors que leur équipe ne parvenait pas à faire le break. On va redonner quelques détails pour ceux qui n'ont pas vu le match, mais Pépé a trouvé le poteau, Bamba a trouvé la barre, Léao donc a marqué le seul but du match pour sa première titularisation et Jérémy Pied, à qui vous tenez beaucoup, Christian, a joué ses premières minutes en fin de match. Il m'a fait plaisir. Il a remplacé Jonathan Iconé. Les Lillois sont sur une belle série, 8 victoires à domicile en 8 matchs si on compte les victoires en fin de saison dernière. C'est tout simplement une série, ils n'avaient pas fait mieux depuis 2010. Enfin, dernière statistique, on se répète un peu de semaine en semaine, mais les Lillois ne font que battre des records. Ils sont à 25 points. Soit leur meilleur total après 11 journées depuis la saison 1952-1953. Donc voilà, Lille qui va arriver vendredi au Parc en solide dauphin, mais Lille n'a plus gagné au Parc depuis avril 1996. Donc voilà, dites-nous sur le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais, de France Bleu Nord, dites-nous si vous pensez que les Lillois peuvent tenir tête aux Parisiens. Voilà, en fonction de vos argumentations, peut-être que le public il va dire oui au début et peut-être non à la fin. On va rappeler quand même que Lille est 2e, 3 points sur Montpellier, 5 points sur Lyon, 6 points sur Marseille. C'est quand même pas rien. Benoît. Absolument. Après, non, mais absolument. Lille fait une très bonne saison. Moi, je ne cesse de vous répéter que le LOSC va finir 2e du championnat. Donc, je ne peux pas vous le dire autrement. Après, je pense que cette année, quand on regarde la qualité de l'effectif parisien, le travail de Tourelle et l'opposition qu'il y a dans le championnat de Ligue 1, je pense qu'aucune équipe n'est capable de tenir tête au PSG. Aucune. C'est le cas depuis très longtemps. Après, c'est une question. Non, il y a des années où ça se passait moins bien, où il y avait des fenêtres de tir. Cette année, je pense que Paris est un rouleau compresseur incroyable. Mais, vous l'avez dit, François, il va y avoir, si vous voulez, des contextes. Le contexte, c'est par exemple 4 jours après un match important en Ligue des Champions. Les Parisiens, cette année, il faut les prendre au bon moment. Et si possible, avec des suspendus ou des blessés. Oui. Cela dit, vous avez vu à Marseille, même avec 4 titulaires absents, 5 titulaires absents et Mbappé qui rentre à la 62e, il marque à la 66e, même affaiblis, ils sont très très forts. Cette année, ça va être terrible. On va revenir sur Mbappé, mais je voudrais votre avis, Jean-Marc Devray. En fait, j'ai pas envie tellement de parler de Paris Saint-Germain. Je vais faire comme Christophe Galtier. Vous rappelez qu'il y a un autre match avant qui est mardi en Coupe de la Ligue. Ils vont jouer à Strasbourg. Et j'étais ce midi au point presse du LOSC.
Christophe Galtier a refusé de parler du match de Paris Saint-Germain, parce que pour lui, le match de Strasbourg est aussi important. Il nous a confirmé. Jean-Marc, c'est toujours ce qu'on dit. Oui, mais il nous a confirmé ce que nous disait déjà aussi José Fonte après le match de samedi, c'est que la Coupe de la Ligue est réellement un objectif pour les Lillois, parce que effectivement c'est le chemin le plus court, pas forcément le plus facile, mais le plus court pour être européen. Et puis je vous rappelle aussi que la finale de la Coupe de la Ligue cette année, en 2019 exactement, aura lieu au Stade Pierre-Mauroy. Ce serait fantastique de voir le LOSC en finale. Donc effectivement, je crois que le match n'est pas prioritaire. Je crois que vraiment les Lillois pensent d'abord au match de Strasbourg avant de se reconcentrer. Et ce qui est probable, il a déjà un peu annoncé, il va quand même faire tourner l'effectif demain pour pouvoir faire reposer quelques titulaires pour vraiment être au top face au Paris Saint-Germain. Vous n'êtes pas d'accord, François, avant de passer la parole à Cédric Van Gossem? Ils sont déjà tous tournés vers le match du PSG. Non, je pense l'argumentation. Attendez, les joueurs. Jean-Marc a raison. Il a raison, Jean-Marc. Je suis d'accord avec lui. Pour le coach, oui. Le match de demain, il est important pour la paix sociale dans le vestiaire. C'est-à-dire qu'il va faire jouer des. C'est un vestiaire qui vit bien là pour l'instant. Oui, mais il y a tous les vestiaires qui ont besoin de rejouer. Loïc Rémy, notamment, par exemple, aurait bien besoin de se remettre. Vous l'avez, Maxime, Loïc Rémy, vous l'avez quand même. Moi aussi. Il n'a pas joué samedi et son remplaçant s'est bien servi de Guerrier, Kabila, Soumaré, Arojo qui joue pas, qui est rarement titulaire. Tous ces joueurs-là, Thiago Maia qui pourrait rejouer. Tous ces joueurs-là devraient débuter demain. Je voudrais l'avis de notre agent de joueur à la question est-ce que Lille peut battre le PSG? Peut au moins ne pas perdre. Ça va être extrêmement compliqué. Moi, j'aimerais bien. Répondez-moi oui ou non. C'est extrêmement compliqué, ça veut dire non. Déjà, je suis un peu d'accord avec Benoît, c'est pas si souvent, mais le PSG cette année, c'est un rouleau compresseur. Ce serait à Lille, ce serait autre chose. Mais là, aller jouer à Paris, ça me paraît extrêmement compliqué de gagner. Est-ce que je peux donner mon avis? Non. Mais j'y avais pas fini, mais c'est pas grave. Allez-y. Alors, excusez-moi. Ce sera à Lille, ce serait pas la même chose en termes de dynamique, mais je suis d'accord avec Jean-Marc. Moi, on dit oui, Paris va avoir un match difficile 3 jours après, donc ils y pensent déjà. Mais nous, on va jouer cette semaine. Paris aura toute la semaine pour penser qu'au match contre Lille. D'où un gros turnover, à mon avis, demain à Strasbourg de la part de Christophe Galtier, c'est sûr. Alors moi j'ai dit que j'allais plus le dire, mais qui suis moins spécialiste que vous, mais quand même un petit peu à force de voir les matchs, moi j'y crois vraiment. Je crois vraiment que Lille peut faire un résultat. Parce que cette équipe, ce qu'on appelle les flèches, là, ils sont capables de tout. Il connaît Pépé et Bamba, ils sont capables de tout. Ah ouais. Et puis Léao qui arrive, il a peut-être pas fait. Dans chaque question, Cavani, Neymar et Mbappé, ils sont aussi capables de tout. Attention, Cavani est blessé. Hein. Oui, mais vous mettez qui vous voulez, Di Maria, etc. Et Neymar et Mbappé, ce serait pas étonnant qu'ils soient un peu préservés. Pas les deux. Et Di Maria. Ça m'étonnerait que les deux soient absents pour Neymar sera préservé et Mbappé, comme il a pas débuté à Marseille, il sera. Et Di Maria est meilleur que la saison dernière. Draxler est en train de revenir après la Coupe du Monde. Mais l'intérêt de gagner, c'est pas aussi de rattraper le PSG, c'est surtout de garder l'avance que Lille a sur le troisième. Est-ce que Lille signerait, d'après vous, pour faire un nul avant d'y aller? Des deux mains, des deux pieds, de la tête, et si possible, de toutes les parties du corps, puisque aucune équipe n'a réussi à prendre le moindre point cette saison au Parc des Princes. C'est même pire. Toutes les équipes sont reparties avec 3 buts dans les valises. Toutes les équipes françaises en déplacement au Parc des Princes ont pris au moins 3 buts. Donc l'idée déjà, ce sera d'éviter une humiliation. On va déjà éviter ça. Si après on peut faire un bon match et leur tenir la dragée haute, ce sera déjà bien. Après, évidemment, un point, c'est un excellent résultat. Une victoire, j'en parle même pas. Donc, peu de supporters y croient sur les réseaux sociaux. C'est normal. Lille n'a rien à perdre. Ils sont deuxièmes. Ils ont de l'avance. Ce serait pas une honte de perdre à Paris. Donc, ils vont arriver sur ce match-là, pas décontractés, mais sans pression. J'aurais pas dû dire que vous ne dormez pas parce que là, vous allez tenir. Il fallait pas me dire ça. Hein. Oui. Dites, moi, ce qui m'a vraiment épaté, j'en parlais tout à l'heure avec Benoît, c'est Mbappé, quoi. Mbappé qui est sanctionné par son entraîneur parce qu'il était en faire la causerie avec Rabiot, il dit rien, il ne respecte pas, il dit rien. Il rentre sur le terrain, il marque combien? 4 minutes après. 4 minutes après. C'est un gars qui est incroyable. Il sort du terrain en disant les grandes équipes doivent s'appuyer sur des leaders et qui doivent répondre présent dans les grands moments. Et je peux être un joueur leader, il a 19 ans. Quoi. Moi, celui qui m'a épaté, c'est pas Mbappé, c'est Tourelle.
C'est l'entraîneur. Vous rejoignez ce que disait Jean-Marc dans son carton. S'il a fait preuve d'autorité en disant attends, toi, c'est pas parce que tu t'appelles Mbappé et que t'es champion du monde que t'as 19 ans qu'il faut te croire tout permis, quoi. Ouais, mais le mettre sur le banc, c'est pas non plus un chemin de croix. Le mettre sur le banc pour un classique, pour un match de prestige face à Marseille. Pour un joueur comme lui, bien évidemment. Mbappé, vous croyez qu'il était content avant le match? Je pense qu'il a tiré la tronche. C'est une vraie punition. En tout cas, ça aussi, c'est l'appliqué puisque c'est lui qui renverse le cours du match en deuxième mi-temps. Donc c'est très bien joué de la part de l'entraîneur. Très bien. Messieurs, un mot, on en a parlé, mais on l'a à peine abordé. Un mot sur Léao, l'entrée la première titularisation de Léao, et il marque. Bon, il est très impatient de jouer d'après son entraîneur, Christophe Galtier. Oui, il est très impatient. Benoît. Oui, moi jusqu'au but qu'il inscrit, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. C'était la première, c'était sa première. Je vous rappelle, on l'a dit à l'antenne, question. Benoît, il dit des fois je suis visionnaire, il se fout de moi. Lui, il a été visionnaire. Il était en train de critiquer Léao. Il y a eu 30 secondes de plus que vous la semaine d'avant, mais moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Du fait du match, bien évidemment, les cadets ont très bien défendu. Bon, c'était compliqué pour les attaquants lillois. Il n'y a pas que lui qui a galéré. Bamba n'a pas été extraordinaire. Il connaît non plus. Bon, oui. Mais moi, ce qui m'a impressionné sur Léao, c'est sur le but. D'abord, alors il bénéficie d'une très belle passe en profondeur, mais il va très vite, il résiste au retour du défenseur et il a la lucidité au bout de 30-40 mètres de course de mettre le ballon là où il faut le mettre. Donc ça, c'est quand même la preuve d'un joueur de qualité. Après, il faudra le revoir plusieurs matchs pour juger vraiment de ce qu'il vaut. Je vais dire que Caen était bon pour faire plaisir à notre journaliste qui a présenté le journal juste avant l'émission, Anne-Claire Gauchard, qui est de Caen. Caen a été surprenant quand même. Caen a bien défendu. Sauf en première mi-temps, effectivement. Ils ont même eu quelques occasions. Ils ont été solides, ils ont fait de bonnes prestations, effectivement. Ils n'ont jamais passé le bon. Ils ont été inexistants. Ils ont quand même un gros problème de gardien. Moi, je vous le dis, c'est pas le premier match où le gardien est un peu limite. D'ailleurs, sur le but de Léao, non, mais c'est pour Caen, c'est pas pour moi que je le dis. Un petit mot sur Léao, c'est pas son poste avant-centre. C'est plutôt un joueur de côté, mais avec les performances de Bamba et Pépé, Christophe Galtier a décidé de le replacer dans l'axe parce qu'il a aussi, par son gabarit, il fait 1m88, un bon jeu de tête. Il va moins vite que mais les deux. Il est assez puissant. Et autre anecdote, il vient du Sporting Portugal, il a été formé là-bas, il aurait dû y rester, mais les supporters du Sporting Portugal ont tabassé les joueurs le 15 mai dernier, ce qui lui a permis de résilier son contrat, de pouvoir partir gratuitement à Lille, et du coup le Sporting a porté plainte devant la FIFA et réclame 45 millions d'euros au LOSC. Cette affaire n'est pas encore réglée, on verra. 45 millions. Oui, parce que c'est le montant de sa clause libératoire. On verra si le Sporting décide de lâcher l'affaire, si un accord est trouvé, mais cette affaire pourrait durer encore un peu, surtout si Léao commence à se montrer. Donc, Allez-y. Luis Campos a raison de dire que c'est le futur, c'est le Mbappé portugais pour essayer de le vendre et toucher pour payer les 45 millions. Ils ont déjà le même âge, il y en a un qui est champion du monde et l'autre qui a un match en Ligue 1, donc il est encore loin d'Mbappé. D'accord. Allez-y, Maxime. C'est très rassurant quand même cette performance de Léao parce que Rui Fonte, c'est pas vraiment un pur numéro 9. Loïc Rémy, il est un peu en difficulté. Désolé Benoît, je vous ai dire que je fais une fixette sur lui, mais c'est vrai que pour l'instant il n'y arrive pas. Et Léao, c'est quand même assez rassurant dans la mesure où Pépé, Bamba, Ikoné vont forcément avoir un coup de moins bien à un moment. Pour l'instant, ça va. Mais le fait d'avoir enfin un numéro 9 plutôt efficace qu'Alagnac, parce qu'il dit j'ai envie de jouer, j'étais impatient, etc. Moi, je pense que c'est très rassurant pour le LOSC, notamment vu les performances des numéros 9 qui ont été testés depuis le début de saison. Moi, je suis assez effaré quand même. Comment vous arrivez à tirer des conclusions sur un je vous remarquer qu'on est là pour ça. Non, mais d'accord, mais un 3 quarts de match d'un joueur, quoi. Un 3 quarts de match d'un joueur, il est rentré une fois 8 minutes avant, là il joue même pas la totalité du match et vous décrétez que c'est hyper rassurant. Oui, mais le sport et le foot, c'est une histoire de dynamique et de confiance. Et Léao, il est en confiance, il est dans une bonne dynamique comparé aux deux attaquants qui l'ont précédé. Ça, c'est vous qui le dites. Ça se voit quand Moi, même. je pense. C'est la caractéristique de ces 4 joueurs, Léao, Ikoné, Pépé et Bamba. C'est des gens, ils sont, je ne veux pas dire sur deux, mais ils ont beaucoup de confiance en eux. Tous les footballeurs professionnels, si vous n'avez pas un peu de confiance en vous, il faut changer de métier. Si je peux me permettre. Alors, juste un tout petit mot. Moi, je dis et je répète, je pense que Léao est un garçon, sur ce qu'on a vu, au potentiel très intéressant. Mais je pense que c'est un garçon qui donnera la pleine mesure la saison prochaine ou en deuxième partie de championnat, mais qu'aujourd'hui vous ne le verrez pas titulaire à tous les matchs et aussi efficace à tous les matchs. C'est pas ce qui est dit. Cédric Van Gotem. Ce qui est dit par Maxime, c'est qu'il offre des possibilités supplémentaires de rotation et qu'il apporte autre chose. Il a dit que c'était rassurant. C'est rassurant parce que Rui Fonte n'est pas encore au top et Rémy
a des bonnes séquences, mais il y a encore un retard pour qu'il soit à plein régime. Donc il apporte des solutions supplémentaires à Christophe Galtier. C'est ça. Mais il y a quand même quelque chose qui me travaille un petit peu avec vous, Benoît. Oui. C'est que vous avez des joueurs, vous avez un peu vos préférés. Et si c'est vous qui le dites aussi. Si on les critique un peu, non, mais pas du tout. On met une réserve. Christian, si aujourd'hui, écoutez-moi bien, si aujourd'hui le LOSC peut dire je compte toute la saison sur Léao, sur quelqu'un de 19 ans qui n'a qu'un match à son actif, je crois que ce sera historique dans le football français qu'une équipe de Ligue 1 fasse confiance totalement à un joueur qui n'a pas d'expérience. Alors par contre, il va rentrer, il va faire des deuxièmes mi-temps, il va débuter, il va marquer des buts, il va être utile, il va continuer sa progression, mais je ne peux pas concevoir l'idée qu'aujourd'hui le titulaire du poste numéro 9, et c'est ce qu'a dit Maxime, soit Léao. Voilà. Ce qui sera intéressant déjà, c'est de savoir demain qui va être aligné comme attaquant de pointe. On peut penser qu'effectivement, demain, celui qui jouera face à Strasbourg ne sera pas le titulaire du match de vendredi. Parce que je pense quand même que Christophe Galtier va laisser quand même reposer quelques cadres. Et c'est vrai qu'entre Rui Fonte, Loïc Rémy et Raphaël Léao actuellement, personne ne se dégage. Voilà, il est 19h24, avant de passer au deuxième sujet qui est le Lens, on va dans environ un quart d'heure, vous allez nous parler de la revue du net, Maxime. Ouais, on parlera du Portugais justement, José Fonte, défenseur du LOSC. On parlera aussi du derby qui se prépare en tribune, du moins dans 2 semaines entre Lens et Valenciennes. Et puis on parlera aussi de Thomas Meunier. Tribune sang et or. Alors, 19h24, on va passer on passe au deuxième sujet qui est Lens. Lens qui est, j'avais pas préparé ma feuille. Lens qui a eu, je veux pas dire un coup d'arrêt, un petit peu quand même, bien que le Havre c'est quand même sa bête noire depuis longtemps. Est-ce que le coup d'arrêt sur le terrain au Havre a un rapport avec ce qui se passe actuellement dans les coulisses du Racing Club de Lens? Non, parce que dans ces cas-là, ils auraient perdu contre le Gazélec. Le PSE a été annoncé le lundi après-midi, je crois. Oui, d'accord, mais sauf que... Même le vendredi, non, le jeudi précédent, le match contre le Gazélec, ça les a pas perturbés contre le Gazélec, je vois pas pourquoi ça les aurait perturbés au Havre. Les footballeurs professionnels, comme des grands individualistes, l'air de rien. Oui. Et je pense que ce qui se passe à Lens, dans les bureaux, si ça les touche, ils doivent montrer leur affection pour certains salariés. Mais de là à ce que ça joue sur leur performance, je ne pense pas. Allez, Maxime, vous allez venir avec des statistiques ? Ouais, exactement. C'est la 2e défaite de la saison pour Lens et la 2e à l'extérieur, après une défaite à Metz en début de saison. La 2e fois également que Lens prend 2 buts dans un même match. Alors, vous l'avez dit, François, ça fait suite à un 5-0 quand même, une sacrée raclée infligée par les Lensois au Gazélec d'Ajaccio lundi. Alors, ce qui est intéressant, et c'est peut-être une des explications de ce coup de moins bien lensois, j'ai regardé les 2 compositions d'équipe entre lundi face au Gazélec et au Havre samedi. Le 11 est identique, à une exception, c'est Ben Sharkey qui a remplacé Kiai pour le match au Havre. Et du coup, cet enchaînement de matchs a fait que, de mon point de vue, on a un peu eu des cadres qui étaient dans le dur. Je pense notamment à Mesloub, le capitaine dépositaire du jeu, qui a eu beaucoup plus de mal. L'attaque qui a été bien muselée et une défense qui, pour la première fois cette saison, pour moi, a un peu vacillé, notamment Radovanovic et Tarat. Alors, c'est peut-être la faute à l'enchaînement des matchs. N'empêche que Tarat et Radovanovic ont tous les deux dépassé déjà les 1000 minutes jouées cette saison en Ligue 2. Ils ont été titulaires 12 fois en 12 journées. C'est assez énorme. Les latéraux aussi cumulent un gros temps de jeu. Peut-être que le coup de pompe physique, c'est une des explications du coup de moins bien des Lensois. Allez, on va revenir tout de suite sur Lens. Alors, Maxime Lictevaux de France 3, Benoît de Quevauvillers, France Bleu Nord, mais aussi Médiacité, Cédric Van Gotem, adjoint de joueur, François Launay, France Bleu Nord, et 20 minutes et France Bleu Nord, et Jean-Marc Devred. On avait parlé, c'est toujours de vrai depuis la dernière fois, ça n'a pas changé. France 3 région, voilà, c'est un peu le palca de France 3 au niveau du football, quoi. Alors, on revient sur Lens. Vous dites que ça n'a rien à voir parce que le plan est annoncé. Oui, mais sauf que ça commence à grincer maintenant. Dans l'environnement du Racing. Mais les footeux, ils sont dans leur bulle, Christian, ils sont dans leur vestiaire, dans leur centre d'entraînement. Alors oui, ils croisent des salariés, mais de là, est-ce que ça influe sur leur performance ?
Moi, vraiment, je pense que ça n'a pas de lien. Enfin, si la question c'est est-ce que le PSE a un lien avec le résultat avec la défaite de Lens au Havre, non. Je prends beaucoup plus la thèse de Maxime sur le coup de pompe physique qui se tient beaucoup plus que cette histoire de PSE qui est vraiment, qui est évidemment triste pour les salariés du club, mais qui pour les footballeurs professionnels de l'effectif de Ligue 2, qui pour moi ne joue pas du tout. Vous avez vu je ne veux pas commenter la photo de notre ami Ludovic Maillard dans la Voix des Sports, mais elle est pas mal la photo, hein. Ça fait commando. Voilà, on est parti à l'accession de la Ligue 1. Ils sont toujours deuxième, ils n'ont rien perdu, ils n'ont pas perdu de place. Peut-être ce soir, il y a Clermont-Brest. Je ne sais plus où j'avais lu quelque part que 3-4 jours avant, cette défaite au Havre était un peu annoncée. Je sais pas pourquoi, c'était annoncé. Moi, je vous l'avais annoncé l'année dernière. Vous me l'aviez, oui, effectivement. Je suis le seul à cette table. Effectivement. Fin d'émission des pronostics. Non, mais vous aviez des fleurs, ça fait du bien. Vous aviez annoncé, oui. Vous aviez annoncé le coup de mou. Ouais. Un petit peu le coup de mou. Alors oui et non, parce que moi l'histoire de la défaillance physique, je n'y crois pas du tout. Si les Lensois ont une défaillance physique alors qu'ils viennent de sortir, ils ont eu un match et avant il y avait eu 15 jours de trêve et qu'ils ont un coup de pompe physique au mois d'octobre, c'est très très inquiétant pour la suite de la saison. Non mais c'est mon avis. Oui, mais justement ils n'ont pas joué pendant 10 jours, ils jouent 2 fois en 6 jours. Donc quand ils jouent trop, ils sont fatigués. Quand ils jouent pas assez, ils sont fatigués. Bref, ils sont tout dit fatigués, comme on dit dans le Pas-de-Calais. Non, attendez, moi je vais juste vous donner mon sentiment. Ouais. Les Lensois, ils ont un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont quasiment favoris lors de toutes les rencontres, à domicile comme à l'extérieur. Et je trouve que les Havrais ont été excessivement malins. Ils auront abandonné une partie du jeu en première période. Ils leur ont dit, allez les gars, usez-vous, fatiguez-vous, parce qu'il faut oser quand même, quand on est entraîneur à domicile, de dire à son équipe, non, on laisse le jeu à l'adversaire, parce que le public, il est quand même là pour voir des attaquants, des débordements. Bah non, l'entraîneur Havrais, il l'a joué super intelligemment, et les Lensois se sont laissés aspirer. Et quand ils se sont fait contrer dans les arrêts de jeu de la première période, c'était évident qu'ils ne gagneraient pas, parce que c'était un faux rythme, parce que ce jour-là, ça s'est moins bien articulé. Même à 11 contre 10, ils n'ont pas été capables de mettre plus de pression que ça sur l'adversaire. Moi, je dis que c'est tactiquement... Ils n'y croyaient pas. C'est tactiquement que les Havrais ont gagné ce match. Voilà. Et c'est mon sentiment. Est-ce qu'on peut parler, je crois pas qu'on peut parler de ça, mais est-ce qu'on peut parler simplement de malédiction havraise? Parce que moi je suis allé au Havre depuis 2-3 ans, j'y vais à chaque coup, ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné là-bas au Havre. Hein. Oui, c'est un peu comme ça. Oui, même à Bollard, ils ont du mal face au Havre. Donc même à Bollard, ils ont pris un 4-0 à Bollard il y a 2-3 ans. Après, c'est aussi une équipe du Havre qui, l'année dernière, était 4e du championnat. Mais voilà, c'est une bonne équipe de Ligue 2 ils ont pas eu des problèmes à Ajaccio, ce fameux barrage contre Ajaccio qui aurait pu leur permettre de jouer Toulouse pour l'accession directe en Ligue 1. C'est passé dans les conditions que l'on sait. Donc c'est une bonne équipe de Ligue 2 le Havre. C'est pas la première équipe débarquée du bus et c'est pas une équipe de pimpin. Mais sauf qu'ils n'ont pas très bien commencé leur début de championnat. Mais justement, Christian, c'est pas parce que vous démarrez mal que vous finissez mal. Brest n'a pas bien démarré, ils viennent d'enchaîner 5 victoires, peut-être 6 ce soir. Ça veut rien dire. Mais ça a démarré de façon tonitruante. Ils ont perdu 2 matchs en suivant. Et juste pour terminer sur l'histoire de l'ambition, remarquez bien le deuxième but. C'est quand Montagnier sort Doucouré. Il sort son milieu de terrain. Qui harcèle l'adversaire en milieu de terrain. Il fait rentrer le petit Mounir Chouillard. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, Montagnier, il est encore persuadé qu'il va revenir au score et gagner. Et bizarrement, c'est une frappe de 25 mètres dans la zone où n'est plus Doucouré que les Havrais marquent le deuxième. Donc je répète, pour moi, c'est tactiquement erreur de coaching. C'est rare de Montagnier. Non, excès d'ambition de la part de Montagnier, mais Montagnier il veut gagner tous les matchs. On peut pas lui reprocher ce manque d'ambition. Évidemment, il sait qu'il faut être premier ou deuxième, sinon ce sera la catastrophe en fin de saison. Même s'il arrête pas de dire, on gagnera pas tous les matchs. Oui, mais voilà. Après, faut pas être alarmiste. Non, faut pas. Ils sont deuxième. 2 défaites en 12 matchs. Ils sont toujours deuxième. Ils n'ont pas bougé. Voilà, 2 défaites en 12 matchs. Ça arrive. François, c'est pas tellement la défaite qui est grave, c'est la façon dont ça s'est passé. Ils étaient totalement amorphes. Moi, je crois pas au coup de pompe physique, mental peut-être. Ils étaient totalement soit amorphes, soit suffisants, mais je pense plus amorphes. Même Benoît l'a dit, à 11 contre 10, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu d'emprise. Je suis un peu trop d'accord avec Benoît ce soir, ça m'embête. Il y a aussi... Parce que vous rendez enfin à l'évidence. Non, mais vous pensez tous que parce que c'est Lens et que c'est le bon début de saison,
partout où ils vont aller, ça va bien se mais bien passer. sûr. Bah non, Le Havre a pas joué comme d'habitude Enfin, et il les a totalement Je inspirés. pense qu'il y a eu aussi un effet pervers Jean-Marc- du résultat Jean-Marc du Devray. lundi contre Gazélec d'Ajaccio. C'est vrai. Ils ont gagné 5-0 5-0, avec c'est un vrai. maximum de réussite. J'ai l'impression qu'ils ont dû, après ce match, se prendre pour ce qui n'était pas vraiment et qu'ils gagneraient tous les matchs facilement. Et nous-mêmes, nous aussi, d'ailleurs. Non, c'est ce qui guette les équipes de haut de tableau, de toute façon. Oui, bien sûr. C'est la suffisance. C'est qu'à un moment donné, il faut renouveler les efforts à tous les matchs. Et quand vous avez gagné 5-0 contre le Gazélec, vous êtes deuxième, tout va bien, vous vous voyez plus beau, vous faites un peu moins d'efforts la semaine à l'entraînement, vous êtes un peu moins rigoureux, concentré, et là, bim, vous tombez sur un os. Maxime, On partage dites-vous. pas mal l'avis de Benoît sur les réseaux sociaux, notamment Stéphane qui nous dit l'analyse de Benoît de Covillier est très juste. C'est tactiquement que le hack l'a Vous remporté. l'avez Donc payé, voilà, Stéphane. Benoît. Non, je sais pas. Je sais pas si vous avez un lien de parenté ou Merci, quelque si, chose si. avec cette Stéphane, interview. c'est le cousin de Benoît. Maxime, Oui, allez-y. Vous attrapez au fil des émissions et vous apprenez vite, hein, la même mauvaise foi que Christian Falcon. Non, mais je lui Non, mais fais- attendez, là, je il- lui il dis nous- que là, c'est ce qui est- non, mais là, ce qui il nous est dit, les faits. il nous dit Défendez-le, Christian, allez-y, non, j'adore. mais là, il donne l'avis des auditeurs, des gens de Facebook, Bref. sur le Facebook Continuez, de France Maxime. 3 et le nôtre. On se pose aussi une autre question. Alors c'est peut-être une question un peu pas à l'emporte-pièce, mais un peu on dramatise peut-être un peu cette défaite. Mais est-ce que cette défaite peut remettre en cause un peu la marche en avant de Lens qui semble un peu toute tracée vers la Ligue 1? C'est un petit avertissement, quoi. Tout tracé vers la Ligue 1, moi je suis pas d'accord. C'est optimiste. Un petit Ça va avertissement. être très serré jusqu'au bout et moi je pense que cette défaite est absolument pas dramatique parce que Non, mais ça arrive après 6 matchs d'affilée sans défaite Et ça fait du bien, ça peut faire du bien. et ça peut recadrer un peu Ça les peut faire choses. du bien. Là ils vont recevoir Châteauroux puis se déplacer à Valenciennes pour le derby. Bon bah on verra si Un calendrier plutôt favorable. Bah, moi je pense que ils ont de quoi en tout cas se relancer largement. Voilà, mais si on va rester avec Lens, mais on va changer de sujet. Et là, je m'adresse à vous, Cédric Van Gotham, l'agent de joueur. Ouais. Pourquoi vous vous occupez pas de notre ami Hervé Arsène? Vous avez vu l'interview dans la Voix du Sport? Oui. C'est un peu triste d'ailleurs. Moi, j'ai tout lu. C'est un peu triste. Le gars, il n'y a plus de boulot. Il cherche à droite et à gauche. Pourquoi vous l'appelez pas? On va vous donner son téléphone. Eh ben, il peut m'appeler. Et puis on fera le point sur ce qu'il C'est un peu- vous avez recherche vu, comme c'est un- challenge. Mais C'est un peu triste ce qui arrive à ce garçon. ouais, mais vous savez, souvent les directeurs de centres de formation n'ont pas d'agent, ils se débrouillent par eux-mêmes parce qu'ils ont une expérience dans un club. Non, mais et- il a été joueur. Il a été champion de France avec l'équipe en 98. Ah, mais Il est là. je crois que les gens ne se rendent pas compte de qui est Hervé Arsène. Bah oui. D'abord, c'est un ultra fidèle du club. Bon, ça lui confère aucun droit. C'est pas parce qu'il a été fidèle à son entreprise pendant 30 ans qu'il a quelques droits que ce soit. Mais Ah ouais, il y a le droit Hervé du respect Arsène, déjà. attendez, Hervé Arsène, ça a été le capitaine de l'équipe nationale de Madagascar pendant X années. C'est une idole dans son pays. Hervé Arsène, quand il arrive à Tananarive, les gens, je dis pas qu'il y a les colliers de fleurs et les tapis rouges, mais pratiquement. En plus, c'est quelqu'un qui a fait des études. Il a repris ses études après sa carrière de foot. Parle anglais. Il parle anglais, il a fait des études, il connaît parfaitement bien la préparation physique des joueurs, il connaît bien le métabolisme, il discute avec lui de physiologie, il est hyper compétent. C'est un type hyper brillant. Mais, visiblement, si j'en crois l'article, beaucoup trop gentil et pas assez bon négociateur de contrat durant sa carrière de joueur. Voilà, C'est lui qui le dit. hein. C'est lui qui le dit. Ouais. C'est à l'époque qu'il aurait dû m'appeler à la limite. Ouais, mais on va lui. Vous sentez les dollars qui tournent dans ses yeux, on se croirait. Les yeux se transforment en billets de banque. vous savez. C'est ça. Non, mais il fallait qu'il m'appelle quand il était bon, parce qu'il est vieux. Alors, est-ce que ce PSE, parce que c'est quand même Plan de sauvegarde de l'emploi. oui, PSE. mais enfin, plan de sauvegarde de l'emploi. Et pour finir, c'est pour virer des gens. Ah bah oui, non mais Oui, mais pour ça- maintenir, soi-disant, Oui, officiellement, voilà. pour maintenir. Alors, moi, depuis très longtemps, je pose toujours la même question et on me répond jamais. Est-ce que les investisseurs dans le football viennent pour gagner de l'argent? On me dit non, il n'y a pas d'argent gagné et tout. Là, c'est la preuve que si, on vient pour ça. Monsieur. Bah, ils espèrent en perdre le moins possible. Non, ils espèrent gagner de l'argent, monsieur, Évidemment, mais pour en gagner, Attendez. il faut déjà Monsieur- éviter d'en perdre. Monsieur évident, Oulorian, mais- qui est un financier, Ouais. voilà, il sait comment ça se passe, c'est un grand financier. C'est comme les actions à la bourse, hein, quand une grosse boîte du CAC 40 licencie, l'action, comme par hasard, elle monte. Et ben là, c'est pareil. C'est ce qu'il Bah, veut lancez faire. pas en bourse. Christian. Donc il n'y a pas une histoire d'action, lance pas en bourse. Non, mais il veut avoir Assainir les finances du assainir les finances club pour éventuellement plus tard vendre. mais on n'est pas encore là. surtout On n'en est pas pas encore remettre là. d'argent en attendant de Mais le messieurs, vendre. d'abord, il veut plus remettre d'argent, donc Ah oui. il veut que ça Ah, s'autofinance. mais il a mis combien? Il a déjà mis au moins 20 millions. Il a mis à peu près 20 millions. Bon, Mais, c'est déjà beaucoup. messieurs, vous êtes quand même en train de vous rendre compte qu'il est en train d'habiller la mariée, là. Ah bah.
Il est en train de restructurer l'entreprise, externaliser ce qu'il faut, supprimer les postes, remettre les comptes, les grands comptes positifs pour pouvoir vendre ce club. Son objectif, c'est de vendre le club. Après la et alors, si en plus il peut le vendre avec un retour en Ligue 1, il va tirer un jackpot comme aucun de ses produits financiers. Est-ce qu'on va lui reprocher d'être un gestionnaire d'entreprise? Moi, c'est pas ça. Voilà, le problème, c'est qu'évidemment, ça se fait pas sans casse humaine. Ne soyons pas dupes. Joseph Ougoulian, il est en train de restructurer l'entreprise pour la vendre. D'après les chiffres que vous venez de dire, et je pense qu'ils sont à peu près exacts, il n'y a pas mis pour l'instant, il n'y a pas mis beaucoup plus que M. Mamadov. Monsieur Mamadov qu'on a critiqué. De toute façon, non, mais Christian, quand il est arrivé, c'est pas du tout la même chose. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Oui, mais on a critiqué Monsieur Mamadov. Monsieur Mamadov, il n'a pas donné signe de vie pendant. Il était là pendant un an. Ah oui, d'accord. Mais après, il a failli précipiter le club vers sa chute. Il a failli précipiter Lens vers sa chute. Et après, 24, il a mis. Non, il a mis 14. Il n'a jamais mis le solde. C'est l'Azerbaïdjan qui a mis le reste. Bref, c'est une longue histoire. Mais Joseph Ougoulian, quand il est arrivé avec ses partenaires, quand même à l'époque, il avait Ignacio Aguilo, Gilles Frétinier, ils sont plusieurs dans Solferino. Oui. La première conférence de presse, Gilles Frétinier avait dit 20 millions d'euros, pas un centime de plus. Il n'y aura jamais un centime de plus. Et l'objectif absolu de remonter dans les 3 ans. Et on lui avait posé une question, si vous ne remontez pas dans les 3 ans. Il y a combien de temps qu'il avait dit ça? C'est sa troisième saison. Et là, ils avaient répondu, si on ne monte pas dans les 3 ans, ça va commencer à devenir un très gros problème. Ça veut dire que cette année, il n'y a pas le choix, il faut absolument monter. Montagnier le sait, les joueurs le savent, et terminer 3e ou 17e, ce sera pareil. Donc les Lensois ont énormément de pression sur leurs épaules. On va clore cette deuxième thématique sur le RC Lens, et dans un quart d'heure, Christian, ce sera l'heure du palcapif. Oui, et c'est un palcapif pas sur 3 matchs mais sur 4 matchs, parce qu'on va intégrer le match de demain soir, Coupe de la Ligue, Strasbourg-Lille, et vendredi ce sera naturellement PSG-Lille, vendredi soir à 20h45, et le samedi à 15h, Lens-Châteauroux et 3 Valenciennes. Voilà le palcapif, c'est sur ces 4 matchs là qu'on va jouer. Et Maxime, vous ferez aussi les classements là. Ouais, on regardera qui avait eu bon la semaine dernière et on prendra bien note des paris de la semaine dernière. 19h-20h, en direct sur France Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tribune Nord, toute l'actualité foot, Christian Palka, Maxime Lictefoot. Et c'est le moment de la revue des réseaux sociaux, et je voulais vous parler de 3 éléments aujourd'hui, en commençant par une petite séquence qui s'est déroulée en zone mixte après le match face à Caen, donc le match de Lille. Ça a été énormément relayé sur les réseaux sociaux. C'est une double interview qui était faite à la fois de Léao et de Fonte en même temps, de José Fonte. Et ce qui était assez marrant, c'était de voir que José Fonte était à la fois très protecteur et très exigeant avec Léao en zone mixte. C'est-à-dire que devant les journalistes, il montrait que voilà, il disait à Léao, il lui faisait un peu la leçon et en même temps il le protégeait. Je vous dis un peu en substance ce qu'il avait dit. Il avait dit chose la plus importante, c'est que Léao travaille pour l'équipe. Il n'est pas paresseux, mais il doit encore beaucoup travailler. Il est très jeune, il a beaucoup de talent, mais il doit d'abord courir, créer des espaces, proposer des appels en profondeur. C'est quand tu travailles dur que tu es récompensé en marquant un but. Voilà, donc il a dit tout ça devant Léao de manière à peut-être le faire en sorte qu'il garde la tête bien froide et qu'il continue dans cette voie son travail à la suite de son premier but avec le LOSC. José Fonte, qui d'ailleurs par la suite dans l'interview a dit j'ai 24 frères dans l'équipe. Il parlait de ses 24 coéquipiers. Alors certains diront bonne com, en tout cas les supporters lillois ont beaucoup relayé la vidéo. Il a été bien félicité, un patron, une mentalité, voilà, la meilleure recrue depuis un moment. C'est le genre de commentaires qu'on a pu trouver notamment sur Twitter. Deuxième élément, on en parlait déjà la semaine dernière, et là je me tourne un peu vers vous Benoît, je suis obligé de revenir dessus. Ce sont les supporters, interdit de déplacement au Havre, donc les supporters lensois. Certains ont quand même pu rentrer à l'intérieur du stade et notamment poster des photos pour immortaliser ce moment avec des logos liberté limitée, passion illimitée. Les joueurs lensois sont arrivés à l'échauffement avec un t-shirt floqué, supporters pas criminels. Ça pose des questions quand même, toutes ces histoires de supporters en déplacement qui sont interdits. Il y en a en Ligue 1, il y en a en Ligue 2. À noter que les Lensois, dans 2 semaines, pourront se déplacer au stade du Hainaut pour le derby face à Valenciennes. Toute la tribune sud leur a été réservée. Très rapidement, messieurs, est-ce que le fait que les supporters lensois puissent se déplacer, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je peux vous dire que cette histoire de tribune réservée aux supporters lensois à Valenciennes fait grincer énormément de dents du côté des supporters valenciennois qui ne comprennent pas pourquoi on a réservé une tribune entière aux supporters lensois. Normalement, vous avez un parquage.
limité à environ 1 millier de places. Ça peut être pour des raisons de sécurité. La sous-préfecture, pour des raisons de sécurité, a décidé de réserver toute une partie de tribune à 5000 Lensois, sauf que dans cette tribune-là, il y a des abonnés du club qui ont leur place, qui viennent à chaque match et tout. Et les abonnés qui payent un abonnement, on leur a demandé... Vous changez de tribune, messieurs. Donc il y a beaucoup de choses qui font que... Les réactions sont assez partagées, mais effectivement, il y avait des réactions en ce sens sur les réseaux sociaux. Et dernier élément de cette petite revue de presse du net, ça n'avait échappé à personne hier. Il y avait le classico OM-PSG avec la victoire des Parisiens. Et bien, Thomas Meunier, en bon voisin belge, à peine le match terminé, a tweeté le classico, ça c'est fait. Rendez-vous vendredi pour le choc entre les deux premiers, donc Lille-PSG. Un message assez bon esprit, pas d'animosité. Une manière de déjà faire un peu monter la sauce avant le match PSG Lille de vendredi. Tribune VAFC, Christian Palka, Maxime Lichtevoet. Alors le troisième thème, c'est Valenciennes. Alors autour de la table, Maxime Lichtevoet, France 3, Benoît de Couvevillers, France Bleu Nord et Mediafité, Cédric Van Gothem, agent de joueur, François Launay, 20 minutes, mais aussi France Bleu Nord, il commente les matchs pour nous, et Jean-Marc Devray, France 3, région. Alors Valenciennes, j'y étais moi vendredi, Valenciennes qui fait match nul devant le dernier, face au dernier, Nancy est dernier. Oui, on va venir pour vous avec les statistiques et qui tout le monde trouve à Valenciennes, y compris les joueurs, on va discuter de ça, que c'était un bon résultat. Mais avant ça, les statistiques. Oui, Valenciennes qui avec ce résultat, ce match nul, stoppe l'hémorragie, alors sportive, et pour combien de temps on verra, après 3 défaites consécutives, en tout cas c'est une première série qui s'arrête, mais que dire de la descente quand même de Valenciennes au global, si on regarde un peu plus loin que ces 3 derniers matchs, on a sur les 10 dernières journées une seule victoire pour Valenciennes, 3 nuls et 6 défaites. Au classement, ça donne que VA est 15e ex-aequo avec Châteauroux, futur adversaire de Lens. VA donc 15e avec 12 points, c'est seulement 2 points de plus qu'Auxerre qui est barragiste et 4 points de plus que le Red Star qui est premier relégable. Alors sur le match, VA Valenciennes pourra, c'est un peu... Comment dire, ils se sont rassurés en se disant qu'ils avaient réussi à revenir dans le match, à égaliser suite à un penalty. En attendant, l'avant-match a été marqué par énormément de fumigènes autour du stade du Hainaut, pas mal de slogans hostiles au président Ziyech. Les supporters disent qu'ils soutiennent encore leur équipe, mais jusqu'à quand? Ils réclament énormément de changements. La situation autant sportive que en coulisses est très très tendue à Valenciennes. Il y avait des panneaux dans la tribune d'en face. Moi je veux le dire. Le slogan on peut le dire, oui. Ras le cul. Les supporters ils disaient on a ras le cul. Plein le cul. Plein le cul, ouais, ras le cul, plein le cul. C'est toujours aussi poétique. Et alors, Valenciennes, que ce soit Réginald Ray ou que ce soit Damien Perkis, les gens que j'ai vus, non seulement ils étaient satisfaits, même si Réginald Ray était un peu critique quand même, du retour, ils sont revenus, mais ils étaient surtout satisfaits d'avoir cassé la série de 3 défaites. Mais alors moi je dis à Damien Perkis, face au dernier, oui mais écoutez, on a arrêté de perdre, maintenant on fait match nul et puis après on va aller à la victoire. Méthode Coué, un point sur 12, et quand vous voyez le match, très sincèrement, c'est un miracle que Nancy ne s'impose pas en fin de match. Oui. Il y a 2 énormes occasions pour les Lorrains. Il y a le joueur qui rate, je crois qu'il avait oublié son pied gauche à l'échauffement. S'il met son pied gauche, ça fait 2-1 pour Nancy. Et il n'y a rien à dire sur l'ensemble du match. VA mérite même pas de s'imposer. Cédric, je comprends pas qu'on peut se satisfaire de ce résultat qu'on est joueur valenciennois. Je ne comprends pas. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'était déjà catastrophique la semaine d'avant à Orléans. On dirait qu'il y a de moins en moins de bases de jeu, parce qu'encore en début de saison ou fin de saison dernière, il y avait quand même un petit fond de jeu. Là, on dit, on est content, on a fait une bonne performance, on a fait match nul à domicile contre le dernier. Non, mais c'est totalement incompréhensible. Le dernier, qui lui a pratiquement fait son meilleur match de la saison et qui a sacrifié son entraîneur ce soir-là. Pourtant, quand vous voyez cette équipe de Valenciennes, il y a quand même... attendez, c'est peut-être pas des champions du monde, mais il y a des joueurs expérimentés de Ligue 2. Mais il n'y a pas de défense. Ils ont la plus mauvaise défense de Ligue 2. C'est avec ça que vous allez loin, c'est qu'une défense. Il y a des joueurs. Baptiste Alloué, c'est un garçon. Il est très gentil. Non, mais après, est-ce que c'est des bons joueurs ou des bons mecs? Il vient de Marseille. Il a été longtemps à Marseille. Pourquoi il est à Marseille? Il a joué quoi à Marseille? Pourquoi il est plus à Marseille? Votre ami, non, excusez-moi, votre ami Bielsa, il disait piquer pendre de
de Baptiste Alouet. Et Laurent Dos Santos qui est le latéral gauche, j'ai rien contre Laurent Dos Santos, mais pendant le mercato, depuis 3 mois, Reginald Red dit il nous faut un latéral gauche au mercato, il nous faut un latéral gauche au mercato, il nous faut un latéral gauche au mercato. Résultat, ils jouent avec un latéral droit au poste de latéral gauche parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de recruter. Mais ça c'est un vrai problème. C'est pas la faute de l'entraîneur. Mais non, c'est pas la faute de l'entraîneur, mais à force de ces économies de bout de chandelle, pas parce que c'est obligatoire, parce qu'ils n'ont pas les moyens, vous vous retrouvez dans des situations très compliquées. Sur les réseaux sociaux, on a vraiment des supporters qui ont l'air très très énervés. Ça demande la démission de Réginald Ray. Alors c'est pas nouveau, mais ça continue. Et de la direction. Vous pensez que ça changerait rien? Est-ce que ça peut pas créer un électrochoc? C'est ce qu'on se demande pas mal, notamment sur le Facebook Live de France 3 Nord-Pas-de-Calais, de France Bleu Nord. Est-ce que ça pourrait pas faire un électrochoc? Des fois, le changement d'entraîneur, c'est tout bête, mais ça attendez, il y a plus de sous. Ils vont pas de sous. Vous aurez un électrochoc sur 3-4 matchs. Vous aurez un électrochoc sur 3-4 matchs, mais après. Pourquoi seulement 3-4 matchs? Mais parce que l'effectif tel qu'il est constitué, vous avez un effectif d'une équipe de deuxième partie de tableau. Voilà. C'est tout. Non mais attendez, Cédric, deuxième partie de tableau, à la limite, si c'est ça, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, c'est pas enchanteresse, mais sauf que 18-19, c'est deuxième partie de tableau. À force de faire de la corde raide, ça fait 5 ans que c'est comme ça. Un jour, ils vont passer à la trappe. Est-ce qu'on peut, une bonne fois pour toutes... Et passer à la trappe, c'est la nationale après, hein. Est-ce qu'on peut, une bonne fois pour toutes, expliquer aux supporters que les présidents ne démissionnent pas, que Edis Dieck ne peut pas démissionner puisqu'Edis Dieck est propriétaire du club. Alors, que les supporters réclament qu'Edis Dieck vende son club, je veux bien l'entendre, monsieur vendez et partez, mais ce poncif éternel, démission, direction, démission, mais non, il va pas démissionner, c'est à lui le club. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, pour répondre sur le changement de Réginald Ray, aujourd'hui, il y a des prud'hommes qui se profilent à l'horizon. Ils sont à plus d'1,5 million non, pas encore. Potentiel. C'est ce que j'allais dire. Ils ont provisionné 1 million. Ils ont provisionné 1 million. Allez, faites le total, faites le compte. Ils sont à plus d'1 million. Casoni. Ouais. Attendez, un autre chiffre, parce que je vais vous expliquer pourquoi ils se sont réjouis de ce match nul contre Nancy. Ils sont aujourd'hui à plus d'1,5 million de leurs objectifs de sponsoring. Ça veut dire que là, au mois de novembre, ils vont passer devant la DNCG. La DNCG va dire, mais monsieur, vous aviez annoncé ça, et vous allez être loin. Ils ont des contentieux avec plusieurs fournisseurs, gros fournisseurs du club. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et Réginald Ray, les joueurs le sentent, ce club, il est au bord de l'implosion. Et moi, il y a quelqu'un qui m'a dit dans l'entourage du club, aujourd'hui, on nous bassine avec la vente du club, mais on est en train de se demander si on va pas vers un plan de sauvetage, un nouveau plan de sauvetage du club. Alors. Et donc, c'est pour ça qu'ils savaient bien que s'ils perdaient contre Nancy, tout explosait. Mais ça peut être que retardé quelques jours. Pourquoi avec un point de plus, ça explose non. Parce que c'est du cache-misère. Le football, c'est du cache-misère. Quand vous prenez un point, vous calmez tout le monde, vous repartez pour une semaine et on verra au prochain match. Je suis désolé, mais là, ce point du match nul, je crois que du côté des supporters, ce qui se passe aujourd'hui, la situation est extrêmement tendue aujourd'hui au VFC. Parce qu'Edis Dieck veut vendre. Bien sûr que non, il ne veut pas vendre. Est-ce qu'on peut me rappeler... On a déjà eu ce débat la semaine dernière. Il ne veut pas vendre. Des investisseurs brésiliens étaient cette semaine à Valenciennes. 2 investisseurs brésiliens sont venus visiter les installations mardi. Ils étaient dans la corbeille présidentielle vendredi au Stade Géno en compagnie d'Edis Dieck. Edis Dieck est en train de chercher à faire monter les enchères. Puisqu'aujourd'hui, Patrick Partouche, évidemment, veut toujours reprendre le club. Le problème, c'est que Edis Dieck, lui, veut bien vendre ses parts, mais lui seul. Mais Patrick Partouche, lui, veut pas racheter les parts. Lui, il veut mettre au capital. Il est déjà actionnaire minoritaire. Il veut rajouter de l'argent pour devenir majoritaire. Et son truc, c'est pas de donner de l'argent à Edis Dieck et de remettre dans le capital du club. Donc c'est à cause de ça qu'il y a des bisbilles et que c'est pas encore fait. Mais les choses pourraient s'accélérer après le derby face à Lens. J'ai une question à poser après, pour finir ça. Pour rebondir sur ce que dit François de façon très courte, la banque d'affaires qui est mandatée pour estimer la valeur du club, elle ne répond pas pour le moment parce qu'elle est très ennuyée. Ce club ne vaut rien. Quand vous mettez l'actif face au passif, ce club il vaut zéro. La banque d'affaires était avec les investisseurs brésiliens. Edis Dieck veut vendre une coquille et il cherche un pigeon qui va se poser dans sa corbeille. J'ai une question à vous poser. On finira avec Valenciennes avec ma question, avec vos réponses à ma question. Moi, j'ai pas de mémoire, j'ai plus de mémoire. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi monsieur Dieck a licencié Farouk Hadjibelgic ? Parce qu'il estimait que Farouk Hadjibelgic ne pouvait pas répondre aux ambitions, à ses ambitions, parce que Farouk Hadjibelgic estimait que l'effectif qu'il avait ne pouvait pas monter en Ligue 1. Il avait raison. Ce que niait Edis Dieck, et c'est comme ça que ça s'est terminé. Jean-Marc ?
Effectivement, j'ai le souvenir qu'en fait, Disney, c'était pas vraiment, n'avait pas été très clair sur le motif du licenciement. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y avait quand même une certaine ambiguïté dans le discours de Farouk Hansoubesic, parce que lui-même disait à un moment, notre objectif, c'est de monter, alors qu'il n'avait pas l'effectif. Oui. Donc, il a lui-même cultivé un petit peu l'illusion qui lui en a fait le victime. L'agent de joueur de Valenciennes, en plus, vous connaissez bien, vous, Valenciennes. Hein, et il me semble qu'on avait parlé à l'époque, de la part de Farouk Hansoubesic, d'une ingérence du président dans les compositions d'équipe qui ne supportait plus. Il me semble qu'on avait parlé de ça à l'époque. D'accord, voilà, c'est terminé avec Valenciennes. Il est 19h52. On va passer maintenant. Un petit mot des matchs de Dunkerque et de ouais, voilà. Je savais que Dunkerque et Boulogne qui étaient en Coupe de France. Bon, ils n'ont pas eu de mal. Ils n'ont pas eu de mal à se qualifier. Boulogne a battu Oisier 4-1 et Dunkerque a battu Mouveau. J'ai une grande pensée pour Mouveau et pour la famille Lies Izegouine. Ils ont battu Mouveau 10-0. Et bien, figurez-vous, Lies Izegouine, il est entraîneur, son fils est gardien et sa femme est présidente. Et tout le monde au club, il n'y avait pas de malheureux, tout le monde était content, c'est le sport. On n'a pas eu 10 buts, mais c'est pas grave. Ils étaient tous heureux. Moi, je dis bravo à Mouveau et à la famille Izegouine. Le Palcapif. Juste avant de passer au pronostic des matchs à venir, un petit retour sur les pronostics de la semaine dernière. On avait dit qu'on distribuerait les bons et les mauvais points. Alors voilà, je tiens à rappeler que c'est Benoît de Covovillers et Jean-Marc Devray qui ont eu le plus de pronostics corrects avec deux bons pronostics. Vous aviez tous les deux vu la victoire du LOSC. Benoît, vous aviez vu la victoire du Havre. Et à l'inverse, Jean-Marc, vous aviez vu le nul de VA. Par contre, vous étiez trompé sur l'autre match. Et je suis désolé de devoir dire, Christian, que c'est vous qui étiez le plus loin en termes de pronostics, vu que vous aviez vu 3 victoires des clubs nordistes. Voilà. Oui, mais parce que je suis un optimiste. Voilà, on peut pas vous le reprocher. Il nous a annoncé aussi une victoire de Lille à Paris vendredi. C'est vrai. Alors, écoutez, on va faire les pronostics de maintenant. On va commencer avec le match le plus près, c'est-à-dire celui de demain, celui de Lille en Coupe de la Ligue. Alors, Maxime Lichtvoet. Pour moi, ce sera une victoire de Lille. Victoire de Lille. Benoît. Qualification de Strasbourg. Cédric. Match nul, penalty. Match nul et penalty, qualification de qui? Alors là, après, c'est la loterie, les penalties. Mais c'est... Quelle prise de risque. Allez, Lille. Lille. François. Au penalty Strasbourg. Et vous, Jean-Marc? Et moi, inversement, Lille au penalty. Voilà. Et moi je dis Lille, pas au penalty. 4-0, vous. 2 buts à 1. Alors maintenant, on passe à Lille. Lille en championnat, vendredi, au Parc. Maxime Lichtvoet. Allez, victoire du LOSC. Benoît. Courte défaite lilloise. Courte défaite lilloise. 2-2, match nul. Oui, victoire du PSG. Moi, je dis match nul aussi. Je veux dire, j'allais dire 2-2, je veux dire 1-1, match nul. Allez, on passe maintenant à la Ligue 2, Maxime, avec les deux matchs sont à 15h samedi, ce sera à suivre en direct sur France Bleu Nord. Moi, je serai à Troyes, vous serez à Lens. Lens-Châteauroux. On les donne en même temps. Alors, Lens-Châteauroux, je vais dire victoire de Lens. Et puis, pour Valenciennes, ce sera un match nul à 3, un match nul encourageant. Benoît. Défaite de Valenciennes à 3, victoire de 3 et j'ai une hésitation, je verrais bien un petit nul bien pourri entre Lens et Châteauroux, mais on va soutenir au maximum les clubs du Nord, je vais miser pour une victoire de Lens. Cédric Van Gotham. Une victoire de Lens et une victoire de 3. François Launay. Je suis d'accord avec mon camarade Cédric, victoire de Lens et victoire de 3. Jean-Marc Devray. Pareil pour moi, je suis pas très joueur, donc je joue les résultats logiques. Alors, moi je vais dire l'efficacité, Jean-Marc. Je vais dire que Valenciennes va continuer à faire match nul. Ils vont faire match nul à 3. Ça sera. Vous les voyez pas gagner à 3, Valenciennes. Non, ça fait un bon résultat. Match nul à 3, c'est un bon résultat. Et naturellement, victoire, résurrection de Lens, victoire de Lens face à Châteauroux. Voilà. Cette émission est terminée. Merci à vous, Maxime Lichtvoet, à vous, Benoît de Covovillers, Cédric Van Gotham, François Launay et Jean-Marc Devray. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. L'infosport continue.